Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue sur Belive Indépendant. Donc, nous allons parler d'un sujet ce soir assez complexe. Donc, il va falloir bien suivre tout ce déroulement. Alors, comme vous le savez, j'ai suivi l'affaire de Bétara avec Monsieur Delbos, très mécontent de la tournure que prenait cette fameuse affaire. Monsieur Delbos, pour ceux qui ne savent pas et qui ne connaissent pas, c'est la première victime que j'ai interviewée, la première victime à dénoncer les faits sur l'affaire Bétara. Je vous invite donc, pour ceux qui n'auraient pas encore vu ce live, de le visionner en replay sur YouTube et Crowdbunker, parce que sachant maintenant, vous en êtes rendu compte, que Facebook, au bout de 30 jours, supprime les vidéos. Donc, toutes les vidéos, tous les lives que nous faisons, Facebook, au bout de 30 jours, les supprime. Donc, si vous voulez les préserver, enregistrez-les. Il y a de fortes chances que, comme c'est un sujet dérangeant, que le live saute sur Facebook d'ici la fin. C'est fort possible. Donc, nous avons l'habitude. Donc, pour la suite de ce live, j'ai été contactée par notre invité de ce soir, qui lui aussi a des choses à dénoncer. Et je vais le laisser, nous expliquer son cas dans quelques instants. Il faut que je vous dise quand même quelque chose qui sont très importantes. Alors, vous me connaissez maintenant et vous savez que je suis une résistante dans l'âme. C'est la raison pour laquelle j'ai créé Belive Indépendant, pour essayer de dénoncer tout ce qui ne va pas et donner la parole en toute transparence aux gueux, dont je fais partie, de notre beau pays. Voilà. Alors, le cas de notre invité n'est pas simple, comme je vous l'ai dit en début de live. Mais encore une fois, un manque de transparence à propos de nos droits est à dénoncer. Je ne suis pas juriste, et vous le savez. C'est la raison pour laquelle je n'interviendrai pas souvent lors de ce live. Je vais donc laisser notre invité se présenter et vous expliquer pourquoi il se bat depuis tant d'années. Alors, je tiens, c'est très important ce que je vais dire, toutefois à préciser que je ne suis pas suicidaire, que mon but est de donner la parole aux sans-voix, que les propos de mon invité n'engagent que lui, et que s'il m'arrivait quelque chose pour avoir dénoncé des situations incroyables, cela serait plus que suspect. Je vous présente donc Monsieur le Compagnon, qui se trouve actuellement au Vietnam, accompagné de son épouse et de sa fille. Bonsoir, Monsieur le Compagnon. Donc, comme je précisais, qui se trouve au Vietnam, donc vous avez un décalage de 5 heures. Vous avez 5 heures de plus que la France. C'est bien ça, Monsieur le Compagnon? C'est bien ça, tout à fait. Et tout d'abord, merci d'avoir pris contact avec Belive Indépendant. Ça nous fait vraiment plaisir. C'est très important pour nous, surtout venant du Vietnam, c'est très loin. Et pour dénoncer ce que vous avez à dénoncer, puisque vous avez déjà parlé de cette affaire, donc de votre affaire, à plusieurs médias, mainstream ou indépendants, qui n'ont pas voulu se pencher sur votre affaire, donc qui vous ont laissé un petit peu pour compte. Belive Indépendant va faire de son mieux pour raconter un peu ce qu'il vous arrive. Et excusez-moi, j'ai oublié de préciser, je remercie infiniment mon équipe, mes amis, Luc, derrière, aux manettes dans l'ombre, ainsi que ma petite Pilou, aux manettes cachées derrière également. Merci à mon équipe, parce que sans eux, tout cela ne serait peut-être pas possible. Voilà, allez, je reviens vers Monsieur le Compagnon, et je vous demanderai donc de vous présenter et de nous dire pourquoi vous vous trouvez au Vietnam actuellement. Ben voilà, bonjour à tous. Je suis retraité de l'EDF, j'ai 67 ans et je suis au Vietnam. Je suis marié avec une Vietnamienne depuis 2004 et je suis au Vietnam depuis 2013, ma mise à la retraite. D'accord. Voilà. Donc jusqu'à là, je pense que c'est assez simple. Je suis retraité de l'EDF, voilà, et donc je suis affilié à ce titre
on a un régime spécial, une caisse d'assurance maladie, ça s'appelle la CAMIEG, Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières. Voilà. Et c'est avec eux que les problèmes ont commencé. Au début, c'est très très simple. Ça part d'une histoire, voilà, ça part d'une histoire très simple, banale en quelque sorte, et ça se complique vraiment. Ben, c'est-à-dire, voilà, ils ont fait jouer leurs relations. C'est un régime quand même qui couvre 500 000 personnes, hein. Et ils ont des relations haut placées. Et comme c'est des radiations abusives, ils sont fait jouer leurs relations pour couvrir leurs délits. Voilà. D'accord, l'histoire, ça sera ça. Donc au départ, c'était pour une couverture pour votre épouse, c'est bien ça? Ben voilà, elle était mon ayant droit majeur. Voilà. Comme il y avait des ayants droit, même dans le régime général. Mais nous, c'est un régime spécial. Ça, c'est important à comprendre. Il y a plusieurs régimes au sein de la sécurité sociale. Il y en a 7 ou 8, je crois. Au titre de l'article, je crois, c'est R711-1 du Code de la sécurité sociale. Et là, c'est un régime spécial, donc qui a des spécificités. Voilà. Et si vous voulez, on peut parler de la loi Puma. Oui, voilà, donc justement, je voulais vous demander qu'est-ce que la loi Puma, pour les internautes qui ne savent pas ce que c'est la loi Puma. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? On va essayer de faire assez simple parce que c'est… Voilà. Ouais. En quelque sorte, c'est la loi la plus importante de la sécurité sociale de ces 10 dernières années. Et elle a eu très, très peu de… Personne n'en a entendu parler pratiquement. Les syndicats n'en ont pas parlé, les politiques, personne. C'est-à-dire, avec la loi Puma, toute personne qui habite en France a le droit ou travaille, a le droit à la sécurité sociale, mais de base. Oui. De base. Donc, elle doit payer le tiers payant. En contrepartie, où la loi Puma s'applique, il n'y a plus d'ayant droit majeur. Ça, c'est important à comprendre. C'est-à-dire, les anciens ayants droit majeurs, comme ma femme, ils étaient assurés avant sur la sécurité sociale de leur mari, le numéro de sécurité sociale de leur mari, et elles bénéficiaient de la mutuelle de leur mari. Simple. Avec la loi Puma, c'est terminé. Les femmes ayant droit majeur, elles sont assurées en nom propre auprès de la CPAM la plus proche de leur domicile, mais elles ne sont plus assurées que pour la part de base. Vous comprenez? Elles doivent payer la mutuelle, donc prendre une mutuelle privée. Mais ce régime, il s'applique au sein du régime général. Elle ne s'applique pas à la CAMIEG. Pourquoi elle ne s'applique pas à la CAMIEG? Il y a eu un jugement de rendu le 20 mars 2015 qui précise que la loi Puma, tant législativement que réglementairement, n'a pas été actée dans le régime spécial qu'est la CAMIEG. CAMIEG qui a radié ma femme à ce titre 3 fois. 3 fois. 3 fois. Le 22 mai 2018, le 1er janvier 2020 et ensuite le 1er janvier 2022. Et là, le tribunal administratif, voilà, il a acté que non, la loi Puma ne s'appliquait pas à la CAMIEG. Et le 3 juillet 2025, le ministère de la Santé, qui est la tutelle de la CAMIEG, donc qui contrôle la légalité de ces actes, nous a écrit en disant qu'ils allaient réinscrire ma femme, que les radiations étaient illégales. Ils ont accrédité le jugement, ils ne l'ont pas contesté. Voilà. Donc, en clair, le jugement est devenu exécutoire, donc la loi Puma ne s'applique pas à la CAMIEG. Ces 3 radiations, c'était des radiations abusives pour se venger. La première radiation de ma femme, elle date quand même du 2 septembre 2014. Il y a 11 ans, voilà, on a ces gens sur le dos. Hein. La CAMIEG, c'est… Les gens qui n'ont pas affaire à eux, ils ne peuvent pas savoir ce que c'est que des incompétents. J'invite les auditeurs à aller taper sur Internet. Ils tapent CAMIEG, 11 rue de Rosny, R-O-S-N-Y. Ils vont voir 163 avis à droite qui parlent de la CAMIEG, de ce que c'est. C'est la honte du service public, il faut le dire français. Hein. Je vais vous lire par exemple ce que dit
Ils vont arriver directement là-dessus, les gens. Madame Chantal Cournil qui dit, à propos de la Camieg, si on a besoin de rien, avec la Camieg, on est servi. Mon mari reçoit de leur part une invitation à se faire dépister pour le cancer du col de l'utérus. Oui, oui, vous ne rêvez pas. Et moi, non. Je suis une femme et lui un homme. Et vous avez 163 avis où vous êtes consternés, quoi. Vous dites. Donc, nous, ils nous ont adressé, avec ces radiations que je vous ai dites, les 3 radiations au titre de la loi Puma, des courriers au Vietnam. Mais on ne recevait pas ces courriers parce qu'ils sont tellement incompétents qu'ils ne savent pas qu'il faut mettre le nom de la ville dans une adresse postale. Non, mais c'est incroyable. Et il y a eu le document, votre ami, là, il a passé, Oui, là. Il n'y a oui, pas le nom de la ville. oui, oui. Et on leur a signalé. Donc là, la radiation, voilà, vous regardez en haut à droite, il n'y a pas le nom Kanto de la ville. Donc on leur a signalé. Celui-là, pourquoi on l'a reçu? Parce qu'ils nous l'ont transmis par mail. C'est incroyable, mais c'est véridique. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé au tribunal administratif de Montreuil, au titre de la loi CADA, d'avoir communication des courriers qui s'inscrivaient dans les radiations successives pour voir ce qui s'était exactement passé. Ils n'ont jamais voulu, bien sûr, la Camieg nous les donner. Et donc, on a fait appel au tribunal administratif de Montreuil. Montreuil. Voilà, qui a rendu un jugement le 25/11/2021 en disant que non, la Camieg n'avait pas à fournir les bordereaux réglementaires d'élimination. Il faut savoir, quand une administration, elle détruit un courrier, ce qui est logique, ça doit laisser des traces. Ils doivent demander aux archives de France de produire un bordereau réglementaire. C'est au titre de, je peux vous dire, c'est l'article L214.3 du Code du patrimoine. Et là, donc, c'est un jugement de complaisance en faveur de la Camieg. Ils disent que non, eux, ils n'avaient pas à produire ces bordereaux d'élimination. Donc, on a fait appel de ce jugement. Le tribunal administratif de Montreuil, il nous renvoyait vers la cour d'appel de Paris, administrative. On a donc pris une juriste très compétente, une juriste en droit administratif. Ça nous a coûté 1 000 €. Et elle a fait un mémoire vraiment très très bien qui démontrait que c'était pipeau, quoi, et que ça ne respectait pas c'est l'article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, Oui. qui donne obligation d'un droit de regard sur ces données personnelles. Donc voilà, c'était là. Et un jour, la juriste, elle m'appelle, catastrophée. Elle me dit, je viens de recevoir un truc du Conseil d'État. Le Conseil d'État dit qu'il faut qu'on passe par eux. Là, j'ai compris que c'était de la magouille, quoi. Donc, il fallait qu'on ait affaire au Conseil d'État. Alors, au Conseil d'État, quand vous voulez aller voir au Conseil d'État, il faut prendre un avocat au Conseil qui coûte minimum 3 000 €. Donc, pour avoir un droit de regard sur ses propres données personnelles, il faudrait payer 3 000 €. Vous voyez, 3 000 €, hein. Donc, on a compris là que Montreuil, ils étaient en mèche avec le Conseil d'État. Bref, donc, moi, on a contacté le Conseil d'État le 22 février 2022. Tout était fait par lettre recommandée. Oui. Et vous avez d'ailleurs, à ce sujet, par rapport aux recommandés, si on peut mettre le Luc, s'il te plaît, si tu peux mettre où on voit tous les recommandés. Vous pouvez dire exactement en tout, en recommandé, pour combien vous en avez eu? Pour l'instant, je dois être au moins 2 000 €. 2 000 € de recommandés, quand même. Ouais. Il faut le faire. Ouais. Non, mais vrai, ouais. Ben, vous êtes obligés. Si j'avais pas fait en recommandé, les gens ils disent la Camieg, tout ça, ils vont dire qu'ils n'ont pas reçu, vous voyez. Alors que là, c'est indiscutable. Là, c'est indiscutable, ça c'est sûr, voilà. parce qu'on a tous les documents en notre possession, on a les recommandés, on a tout votre. Tout est en recommandé, voilà, il n'y a aucun problème. Oui. Alors, au Conseil d'État, on les a contactés le 22 février en leur disant que, de toute façon, au titre de l'Europe, déjà, il y a un droit à un recours effectif. Et le jugement du tribunal administratif, il était contraire à l'article 8 de la Charte des droits fondamentaux. Donc, ils étaient obligés de juger. Alors là, ils étaient bien embêtés, quoi. Puisque c'est un jugement illégal. Et la réglementation européenne, elle s'impose à la France. Vous comprenez? Donc là, ils étaient coincés. Et
Donc, ils ne pouvaient pas entériner un jugement qui bafouait l'article 8 de la Charte des droits fondamentaux. Et c'est là que, justement, tout est parti en vrille. Donc, Et pour faire… justement, là, au sujet de la Camieg, Hein. pouvez-vous, on sait ce que c'est maintenant la Camieg, mais qui, d'après vous, couvre la Camieg? Ah ben eux, ils ont été voir ils ont des relations au tribunal administratif, ils connaissent quelqu'un. Et Hmm. après, le tribunal administratif, leur supérieur hiérarchique, c'est le Conseil d'État, donc ils se sont arrangés entre eux pour couvrir la Camieg. Voilà, c'est tout, c'est aussi simple que ça, c'est bête comme chou, en fin de compte. Mais c'est important à dire, justement. Ouais, bien sûr, ouais, mais pour moi, c'est vrai que c'est logique, mais vous voyez, donc la Camieg, c'est un gros organisme de 500 000 personnes. Ils ont été voir quelqu'un au tribunal administratif. Ils se sont arrangés. Ils ont dit t'inquiète, on va te couvrir, on va t'arranger ça. Bon, la Camieg n'a pas fourni les bordereaux d'élimination. Et puis, au tribunal administratif, c'est pas des euros. Pour écrire ça, c'est qu'ils étaient couverts par le Conseil d'État. Donc, le Conseil d'État est intervenu. On a dit au Conseil d'État, mais vous pouvez pas, puisque c'est contraire au droit européen. Alors, ils étaient coincés. Et de quel titre? Puisqu'il y a une requête d'un avocat. Pourquoi vous ne regarderiez pas une requête faite par un avocat? Alors, ils ont dit non, il faut un truc du conseil. Ben, je lui ai dit, je ne vais pas payer. Ben, vous me le payez, c'est 3 000 euros au minimum. Vous rigolez, vous? Alors là, ils étaient coincés. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est là que c'est incroyable, quoi. Hmm. Parce que le Conseil d'État, il faut préciser, c'est la plus haute juridiction administrative française. Hein. C'est des gens qui donnent conseil au gouvernement et tout pour l'applicabilité des lois. Et c'est un truc énorme. Hein. Ça, c'est très, très peu connu aussi, le Conseil d'État, mais c'est un truc énorme. Ils sont beaucoup de personnes. C'est plus important que le Conseil constitutionnel en volume c'est très, très important, quoi. Et ils vivent dans l'ombre. C'est un truc, c'est une institution qui vit dans l'ombre. D'ailleurs, les auditeurs, ils peuvent aller regarder sur Wikipédia. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont tous collaboré avec les nazis. Hein. Ils ont prêté serment à Pétain, tous. Il n'y en a qu'un qui avait refusé, un conseiller d'État. Après, il a prêté serment à Pétain et après, ils ont collaboré avec les nazis, notamment pour entériner le statut des Juifs. Quoi. Vous voyez, c'est pas des. Ils ont beaucoup à se faire pardonner. Quoi. Et maintenant, c'est une institution qui est incontrôlée. La République est bonne fille. C'est-à-dire, ils sont incontrôlés. Ils n'ont pas de contrôle. Il n'y a personne qui contrôle ces gens-là. Mais ce que je dis, c'est Wikipédia hein, qui le dit. C'est pas, vous regarderez. Vous pouvez aller sur Wikipédia, vous regardez à un moment, il parle avec Vichy et tout. Et ils l'ont reconnu en 1990 qu'ils avaient failli à leur mission. Quoi. Voilà. C'est ça le Conseil d'État. Et c'est un truc énorme dont ils n'aiment pas qu'on parle d'eux. Hein. Voilà, ils restent dans l'ombre. Donc là, ce qu'ils ont fait avec ma femme, ils étaient coincés. Puisque c'était contradictoire. Ils ne pouvaient pas entériner le jugement de Montreuil puisque c'était contraire au droit européen, il fallait qu'ils trouvent une solution. Donc, ils ont usurpé l'identité de ma femme. Là, il faut écouter, hein, c'est fort quand même. Ils ont usurpé l'identité de ma femme. Ils ont monté un faux dossier d'aide juridictionnelle qu'elle ne pouvait pas, mais vrai, qu'elle ne pouvait pas présenter puisqu'elle est vietnamienne. Et c'est marqué sur le site du Conseil d'État, c'est marqué, les auditeurs peuvent aller voir, ils tapent Conseil d'État aide juridictionnelle, il faut être français ou habiter en France, est étranger en cours d'expulsion. Elle ne répondait à aucune condition. Donc, nous, on les a contactés. Moi, je les ai contactés le 9 juin 2022. Lettre recommandée au Conseil d'État en disant à Olivier Roussel, c'est le président de l'aide juridictionnelle, de nous donner les documents de la soi-disant demande. Il n'a jamais répondu. Il ne pouvait pas répondre puisqu'elle n'a jamais été faite. Vous voyez l'histoire de fou. Vous dites c'est une histoire de fou. Alors, il y a encore mieux parce que lui, il a fait cette truc bidon de demande d'aide juridictionnelle. Mais celui qui jugeait l'affaire, vous voyez, la requête que l'avocate avait proposée, la requête de ma femme, vous me suivez toujours? Allez-y, oui. La requête, il s'appelle Bertrand Dacosta, c'est le président de la 10e chambre du Conseil, mais lui, il a débouté ma femme
Le 20 juin 2022, vous comprenez, il a dit non, on classe, hop, elle est déboutée comme elle n'a pas pris d'avocat au conseil, mais il n'a même pas attendu que Olivier Roussel il rende son avis qu'elle ne pouvait pas avoir d'aide juridictionnelle. L'autre, il avait rendu le jugement que le 18 juillet. Vous voyez ce que je veux dire? Il avait fait un truc entériné, l'autre, si vous voulez, sans même attendre l'avis bidon sur l'avis juridictionnel. Donc, on lui a signalé ça. On lui dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce que vous m'avez fait là? Vous savez ce qu'il a fait? Bertrand d'Acosta, hein. Donc, président de la 10e chambre, et il est professeur émérite. Émérite quoi, je ne sais pas, mais professeur émérite de droit à la Sorbonne. Hein. Ben, il a fait un deuxième jugement. Il a fait une copie du premier jugement. Je vous ai fourni les documents. Il y a les deux jugements. Donc, il a fourni un premier jugement bidon le 26 2022. Et comme on y a dit, mais ça ne va pas, vous n'avez même pas attendu l'avis de l'aide juridictionnelle. Il a rendu un second jugement le 19-12 2022 en changeant la date. Deux jugements de la même affaire. C'est des faux. Ça s'appelle, ce sont donc la demande usurpée, vous vous rendez la gravité, quoi. Ils ont oui, mais justement, quel est l'intérêt d'usurper l'identité de votre épouse? Eh ben, de faire croire qu'elle a eu un traitement qui respectait comment? Un traitement équitable de son affaire, qu'ils avaient fait une demande d'aide juridictionnelle, parce que vous avez, c'est l'article, attendez, je vais retrouver ça, c'est l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux, vous avez le droit à l'aide juridictionnelle et vous avez le droit au juge. Donc, ils se sont dit, on va dire qu'on a fait la demande d'aide juridictionnelle, on va lui refuser, le droit au juge, tout est refusé et vous classez. C'est l'article 47, ils peuvent regarder les auditeurs, hein, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Donc, c'est pour faire croire qu'elle avait eu un traitement équitable de son dossier. Et à la fin, hop, tout est classé à la benne. Vous voyez? Et quand on lui a demandé, mais ben, vous allez nous donner les documents qu'on a fait l'aide juridictionnelle et tout, ils n'ont jamais voulu répondre à ça, quoi. Vous voyez? Ben oui, c'est clair. Bah oui, ils ne pouvaient pas. Ils n'ont jamais pu répondre. Voilà, parce que vous avez le droit au juge, l'article 47, le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, et le droit à se faire défendre, c'est-à-dire d'avoir un avocat. Et le droit est représenté. Donc là, ils étaient coincés, puisque lui, il a dit, il faut que vous preniez un avocat au conseil. Vous comprenez? Mais l'avocat au conseil, nous, on y a dit, on ne peut pas le prendre, ça coûte 3 000 euros. Donc, eux, ils ont dit ça, ils disent, on va faire une demande d'aide juridictionnelle, on va dire qu'elle ne remplit pas les conditions, et on va classer son dossier. Et c'est une histoire de fous, quoi, des fous. Alors, comme ils nous méprisent, c'est ça le truc, c'est qu'ils méprisent les gens du peuple. Ils se sont dit, ils sont tellement neuneux qu'ils vont gober et accepter ça, quoi. Ils vont voir jugement, le tampon, parce que ces jugements-là, c'est marqué, c'est des jugements rendus au nom du peuple français, hein, avec, attention, c'est pas des jugements, vous voyez, ils se sont dit, les neuneux, eh ben, ils vont accepter ça, ils vont voir Conseil d'État et tout, et quand ils ont vu qu'on leur demandait des comptes, ils étaient paniqués, quoi. Oui. Et c'est là que l'affaire, elle prend une dimension d'une affaire de neuneux, c'est-à-dire de radiation abusive de la sécurité sociale, on arrive à une affaire d'État. Pourquoi on arrive à une affaire d'État? Parce que le président de droit du Conseil d'État, c'est le Premier ministre. C'est honorifique plutôt. Hein. C'est le vrai président, c'est le vice-président actuellement, c'est M. Didier Tabuteau. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a contacté Mme Elisabeth Borne, qui était première ministre, en lui signalant ça avec les documents et tout, tous les documents, comme quoi ils avaient usurpé l'identité de ma femme, qu'elle ne pouvait pas faire une demande, parce que je vous ai donné les documents où il y a la demande d'aide juridictionnelle. Oui, juridictionnelle, oui, oui. Voilà, et je vous ai montré, on ne peut pas faire la demande puisqu'elle est vietnamienne et qu'elle habite au Vietnam. Et donc, on a montré tout ça à Mme Borne en lui disant il y a usurpation d'identité, il y a un jugement bidon qui a été à la suite. L'autre, il a rendu un second jugement, M. Dacosta, là, et on lui dit il faut faire une enquête administrative. Vous vous rendez compte, c'est grave, quoi. Ça s'appelle des faux en écriture publique. C'est l'article 441.4 du Code pénal. C'est-à-dire, ce ne sont plus des délits,
Ce sont des crimes. Les crimes. Ce sont des crimes. Ça relève des assises. C'est-à-dire, c'est punissable de 15 15 ans ans, d'emprisonnement et 225 15 000 ans et euros 225 000 euros d'amende, c'est ça. d'amende. C'est ça. Alors là, ça a été vous imaginez, qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? Ah ben, elle a fait le mort. Ils n'ont même pas répondu, ils ont été paniqués, ils ne savaient plus quoi faire, quoi. Parce que les courriers, vous ne les avez pas envoyés qu'à Madame Borne, qu'à Monsieur Tabuteau. Non, mais là, quand j'ai vu, donc, excusez-moi, je suis un peu. Quand j'ai vu ça, qu'elle ne répondait pas, j'ai compris. J'ai dit, bon, ben là, voilà, elle ne répond pas. Donc, on a renvoyé au Premier ministre suivant. Elle est partie. Et c'était Monsieur François Bayrou. On a contacté Voilà, Monsieur et justement, François je voulais Bayrou. y venir. Notre cher Premier ministre et maire de Pau, et bien voilà, reçu un Ouais, courrier voilà la lettre, également, voilà. a reçu un courrier également et n'a pas répondu. Ben, comme à l'accoutumée, comme à l'habitude, hein, c'est l'habitude de M. Bayrou également. Mais c'était important de le souligner, qu'il y avait M. Bayrou dans l'affaire également. Est-ce qu'il peut remettre avant, là, la première page, s'il vous plaît? Là, il vous entend, oui. Voilà, c'est bien, merci. C'est marqué, voilà, demande de signalement au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale contre des membres du Conseil d'État. C'est clair. En dessous, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et là, on lui expose donc clairement, on lui donne les documents. Imaginons qu'on ait raconté des blagues. Imaginons, tout est faux, on a raconté des blagues. C'était simple, hein. Monsieur Roussel et monsieur Dacosta, ils déposaient plainte contre nous pour diffamation ou dénonciation calomnieuse. Tout le monde a fait le mort, hein. Il n'a pas. Alors, comme il n'a pas répondu, monsieur Bayrou, qu'est-ce qu'on a fait? On a contacté monsieur Macron en lui disant qu'il se substitue aux défaillances de monsieur Bayrou, qui a couvert donc des infractions criminelles. Lève là le nombre de les lettres recommandes. Il y en a un tiers de plus. Hein. Ça, c'est les 2000 et quelques euros de recommandés. Oui, ouais. Non, il y en a un tiers de plus là actuellement de recommandés. Voilà. C'est pas une blague. Hein. Et donc, on a demandé à M. Macron de pallier aux défaillances de M. Bayrou. On a averti aussi M. Didier Migaud, c'est à l'époque ministre de la Justice. M. Didier Tabuteau, président de Personne n'a répondu, ils font tous les morts. Quoi. Donc, ils couvrent des infractions criminelles. Donc, ils sont obligés normalement de le signaler au titre de l'article 434.1 du Code pénal. Hein. C'est une obligation. Hein. On l'a même signalé, nous, un juge d'instruction, apparemment, elle n'est pas encline à vouloir, alors qu'elle a obligation. Quand vous signalez un crime, obligatoirement, il y a une instruction d'ouverte. Vous voyez où est-ce que ça en est? Donc, ils couvrent tous. Mais ce qu'il faut bien comprendre, ça c'est important, il faut que vos auditeurs ils comprennent ça. Je ne défends pas M. Bayrou, ni M. Macron, ni quoi que ce soit, mais en 2021, il y a M. Vincent Jauvert, il a écrit un livre, ça s'appelle « La mafia d'État ». Et c'est un journaliste à l'Obs, hein, c'est pas un gauchiste, c'est pas un révolutionnaire, c'est un mec assez âgé, il est très calme. Hein, et il écrit, quand il présente son livre, il dit « Comment en France, un petit groupe de hauts fonctionnaires truste la plupart des postes clés et lucratifs dans les grandes entreprises et au cœur de l'État. Depuis l'élection de Emmanuel Macron, jamais cette caste n'a été aussi puissante et riche. » C'est-à-dire, quand nous, on a fait les signalements, ils arrivent, ce n'est pas M. Bayrou, ni M. Macron, ni M. Ce sont des hauts fonctionnaires, ce sont des énarques. Il y a, je crois que c'est environ 50% d'énarques qui sont les chefs de cabinet et tout. Donc, c'est eux qui reçoivent les lettres où vous dénoncez des autres énarques. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils les foutent à la poubelle. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Mais d'un autre côté, M. Macron, M. Bayrou, ils savent très bien que ces gens-là, voilà, ils se couvrent entre eux, que c'est une mafia d'État. Donc nous, on était victimes d'une mafia d'État. Et les Français, ce que nous, on a subi, tous les Français, tous les auditeurs, ils peuvent subir ça. C'est-à-dire, s'ils ont un problème avec une quelconque administration, même avec des gens, si l'administration ou la personne avec qui ils sont, ils connaissent un de ces mafieux d'État, ils sont marrons, hein. Ils se retrouvent dans une galère comme nous. Hein. Et là, personne ne vous écoute et
Et ça a des incidences même au niveau de la justice. Parce que ma femme, elle a porté plainte dans un premier temps contre la CAMIEG, en 2019. Alors le législateur, qui est bien brave, le législateur français, il a donné ordre au procureur de la République maintenant. Quand il classe sans suite, il doit donner un motif, le procureur. Vous voyez, quand il classe sans suite, vous mettez une plainte, il doit donner une raison. Mais le législateur, il n'a pas pensé que le procureur, il pouvait dire n'importe quoi. Nous, par exemple, ils ont classé sans suite en disant auteur inconnu. Alors qu'il y avait le nom, l'adresse de la CAMIEG, le nom du directeur. Donc après, ça limite déjà. Il est vrai aussi que dans la justice, ils n'ont pas les moyens. Ça, c'est vrai. Donc après, vous pouvez déposer plainte avec constitution de partie civile. Mais là, il faut payer une caution. Donc nous, on a payé la caution. Il faut prendre plutôt un avocat. Donc, elle a déposé une plainte avec constitution de partie civile le 10 juin 2022. Et il ne se passait rien. Ça ne bougeait pas, ça ne bougeait pas. Donc, on a pris un avocat, ça nous a coûté un bon avocat, on a essayé plutôt. Heureusement qu'on avait touché un héritage, il nous a pris 9 000 €. Ah oui, ah bah oui. Hein. Si vous faites quelque chose ou vous ne le faites pas, mais comme on a, vous voyez, 9 000 €. Et je lui disais à l'avocat en fin 2022, mais ça ne bouge pas et tout. Je lui dis, c'est pas normal quand même. Même lui, je lui dis, là, faut se bouger, là, faut protester. Il a écrit à la chambre d'instruction et tout. Et il nous a répondu au mois de, je vous ai donné le document, au mois de janvier ou février 2023, monsieur Allard, procureur, la plainte, elle avait disparu, comme par hasard, avec tous les documents. Mais la plainte, à 99,99, même plus, elle ne peut pas disparaître toute seule parce il y a la plainte sous forme papier que vous envoyez avec les documents et elle est obligatoirement à Bobigny, elle est numérisée. Elle est sous 2 formes. Donc, il aurait fallu qu'elle disparaisse, vous voyez, en même temps sous les 2 formes. Donc, à l'évidence, il y a quelqu'un qui a pris cette plainte, qui l'a jetée à la benne. Et juste aussitôt, la CAMIEG, ils ont radié ma femme pour la 5e fois et la 3e fois au titre de la loi Puma, le 1er janvier 2022. Elle est toujours radiée là actuellement. Vous voyez l'histoire de fou. Et donc là, on est en 2025. Je crois que la CAMIEG, à ce jour, donc il y a 5 ans que la plainte a été déposée. Pareil, c'est une infraction criminelle, un faux en écriture publique. Ils n'ont pas été convoqués encore à cette date-là. C'est-à-dire, voilà, comme on a la mafia d'État sur le dos des membres du Conseil d'État, fort logiquement, voilà, tout le monde freine des cas de fer, quoi. Vous voyez, c'est incroyable. Hein. Alors, si on continue dans le même... on avait demandé, donc, vous avez vu les documents à Montreuil, au tribunal administratif de Montreuil, ça c'est un premier volet. Le Conseil d'État est intervenu en couvrant le jugement bidon de Montreuil. Et on avait demandé aussi les mêmes documents, parce qu'il est sûr, il y a des preuves comme quoi c'était des délits de la CAMIEG, à la CNIL. Alors, la CNIL. Alors, justement, la CNIL, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la CNIL, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? La CNIL, c'est ce qu'on appelle le gendarme de l'Internet. Et il est censé faire respecter le droit des usagers sur leurs données personnelles au titre du règlement général pour la protection des données personnelles qui est rentré en application, c'est le 25 mai 2018. Voilà. Donc, quand vous demandez vos données personnelles, mettons les courriers que vous avez envoyés ou reçus, l'administration doit vous les envoyer. Ou alors la CNIL réclame ces courriers et ils doivent vous les donner. Donc, nous, on a fait cette demande à la CNIL de ces données personnelles. Elle nous a répondu le règlement CNIL le 16/1/2022, 16 janvier 2020, non, 27/10/2022, pardon. Elle nous a répondu, alors pareil, comme quoi elle n'avait pas à s'occuper des données personnelles des personnes, alors que c'est sa fonction, c'est ça pourquoi la collectivité la paye. Et si les auditeurs, ils peuvent taper, ils tapent CNIL, 3 places de Fontenoy. Et pareil, il y a les avis, il y en a 47, je crois, à droite. Et
c'est une catastrophe, quoi. C'est pareil, c'est un organisme complètement bidon. Allez, disons bidon. Alors, c'est présidé, cette CNIL, par Madame Marie-Laure Denis. Et Madame Marie-Laure Denis, elle est quoi, à votre avis? Énarque et conseillère d'État. Donc le Conseil d'État avait usurpé l'identité de ma femme et tout. Et la CNIL est dirigée par la conseillère d'État. Et qui contrôle le travail de la CNIL si vous faites une réclamation? Nous, on a dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais c'est son travail. Elle a produit un faux aussi, là. C'est son travail. C'est des personnes qui gagnent. Elles gagnent dans les 12 500 ou 13 000 euros par mois. Et elle ne fait pas son travail. Et donc, quand vous contestez son travail, vous faites une réclamation auprès de qui? Au Conseil d'État. Et qui est-ce qui s'occupe des réclamations de la CNIL? Monsieur Bertrand d'Acosta, président de la 10e chambre. Vous voyez? C'est un cercle. Hein. C'est un cercle, c'est ça. Ils sont tous entre eux et vous êtes marrons. Hein. Alors donc ça, c'est pareil. On a signalé tout ça et ça bouge pas, quoi. Ça a même s'était signalé à la justice et tout, apparemment. Et ce sont des faux aussi en écriture publique. Elle a rendu un faux, quoi. C'est un faux. Elle a dit que c'est son travail. Comme je sais pas, moi, c'est quelqu'un, je sais pas, il est boucher, il dit que non, c'est pas mon travail de couper de la viande. Vous dites, mais t'es pas bien, toi. Et, non, mais vous voyez, quoi, c'est une catastrophe. Et donc, le législateur, toujours, qui est bien brave, il a mis des députés et des sénateurs pour contrôler le travail de la CNIL, ce qui est bien. Mais donc, vous aviez comme députée qui la contrôlait, Madame Raquel Garrido, vous connaissez, l'insoumise. C'est une insoumise, elle passe souvent sur YouTube et tout. Voilà, c'est la Che Guevara du 9-3. Hein. Et donc, je lui ai donné le jugement bidon de Madame Marie-Laure Denis, là. Et elle est avocate, hein, en plus. Hein. Elle est avocate, cette dame. Hein. Et elle n'a rien fait. Par lettre recommandée aussi. Hein. Elle a refusé de répondre et tout, quoi. C'est-à-dire, ils sont impunis, quoi. Vous avez affaire à une caste qui vit entre eux, une mafia d'État. Comme a dit M. Jauvert, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Hein. Un groupe de hauts fonctionnaires truste la plupart des postes clés et lucratifs dans les grandes entreprises au cœur de l'État. Voilà. Ils sont entre eux et ils s'appliquent leurs lois, ils ne respectent pas les lois de la République. Normalement, ce sont des exécutants, de simples exécutants au service des populations, payés grassement, et ils ne font pas leur travail. Et vous ne pouvez pas les attaquer. C'est un truc de fou, quoi. Vous vous retrouvez dans les trucs de fou. Et ce qui est plus grave, on arrive sur un autre volet, là. Sur un autre volet, c'est même peut-être ça le plus grave. C'est ce qu'avait dit une dame, hein, la dame ça rejoint un peu l'affaire de Betaram, de Riaumont. Une dame qui avait subi des violences ou des viols, je ne sais plus, c'était bien glauque. Et elle disait, moi, j'en veux plus aux gens qui ont couvert. Et donc là, nous, ce qu'on a informé, moi j'ai informé par lettre et dernièrement, j'ai encore informé des députés. Ce sont des députés du Rassemblement national et de la France insoumise, hein, les soi-disant opposants. Donc, ce sont des gens qui sont censés vous défendre et tout. Et pareil, ils couvrent, hein, ils font les morts. Hein. Donc, dernièrement, on a donné le dossier là à M. Jean-Philippe Tanguy du Rassemblement national et à Mme Chirikou, la compagne de Mélenchon. Ils ne vous répondent pas. Hein. On lui a donné le dossier carte en main, c'est-à-dire elle avait les lettres à M. François Bayrou et tout. Là, c'était simple. Hein. Elle arrivait à l'Assemblée nationale, elle se levait et disait, vous êtes un menteur, vous avez couvert des infractions criminelles, voilà les lettres, expliquez-vous. Hein. Là, vous voyez le bins que ça aurait fait. Ils n'ont rien fait, ils font rien. Donc, eux, ils sont même encore pires. Et qu'en pensez-vous justement de ce silence radio, justement, de l'opposition? C'est encore pire parce que c'est des gens, le LFI, ils ont touché 8 millions d'euros en 2024
de la part des impôts des Français, justement pour défendre les intérêts des populations. Le Rassemblement national, il a touché 18,6 millions. Ils passent à la télé et ils se présentent comme les défenseurs du peuple et tout. Et quand ils ont une affaire concrète, ils ne les défendent pas. Ce qu'ils font, je peux vous le dire, ce qu'ils font, c'est qu'ils défendent des trucs généraux qui ce sont des épiciers de la politique qui vont leur rapporter des voix. Mais là, ils se sont dit, affronter le Conseil d'État, affronter Bayrou et tout ça sur un truc comme ça, oh là là, l'histoire, non, 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 allez, hop. Il y a la députée Obono de LFI, là, elle est dans le 18e arrondissement, elle m'a écrit carrément, vous n'êtes pas du 18e, ça m'intéresse pas. Non, mais carrément, hein. Non, non, c'est des... Donc, ils couvrent, ils en ont peur. Ils ont peur de la mafia d'État. Pourquoi ils en ont peur, à votre avis? Parce qu'ils se disent, quand on va arriver au gouvernement, il va falloir qu'on se les coltine. On va déjà arriver, on va être élu ric-rac, donc on ne va pas se mettre mal avec tous ces hauts fonctionnaires et tout. Vous voyez? Donc, ils font les morts. Donc là, personne, et le RN, pareil, hein, il n'y en a pas. Hein. On avertit Madame Le Pen, toute la crème. Hein. Et Panot, Clémence Guettet, il est averti. François Ruffin, il est averti. Tout le monde fait le mort. Hein. Ils vous répondent même pas, ils vous disent pas c'est pas vrai ce que vous dites. Non, 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 ils veulent pas s'affronter avec cette mafia d'État. On tourne en rond encore. Vous êtes. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui avec vous. Je vous remercie d'ailleurs de m'avoir invité. Vous êtes les seuls. Hein. Ça, c'est la vérité. Hein. J'ai averti Mediapart et tout. Ils ne veulent pas en parler non plus. Même Mediapart n'a pas bougé. Voilà. Non, 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 non. Vous non. pouvez citer justement, vous pouvez citer justement quelques médias, soit mainstream ou autres, qui ont refusé, enfin, qui n'ont même pas donné suite à. Tous. C'est pas quelques-uns, c'est tous. Tous ceux qui sont consultables sur. Vous êtes les seuls. Je crois que apparemment, je les ai tous. Même il y en a à Mediapart, c'est un journaliste, il s'appelle Anton, je ne sais plus son nom. Je l'ai contacté par mail. Ouais. Je lui ai dit, je viens en France, du Vietnam, et je vous amène un dossier. Et il me dit, non, non, ça ne m'intéresse pas. Mais je lui ai dit, attendez, vous avez vu l'affaire, là? C'est quand même une affaire où c'est des infractions criminelles couvertes au plus haut sommet de l'État. Oh là là, non, non. Il me dit, vous avez qu'à balancer ça dans la boîte aux lettres. Je dis, attendez, et il me dit, si vous gagnez à la fin, si la Camieg est condamnée pour discrimination, vous me donnerez jugement, je ferai peut-être un papier. Je lui ai dit, c'est ça. Ouais, ouais. En plus, je vais vous permettre de faire un papier après. Quoi. Et tous, non, non, mais là, vous me dites, c'est tous, c'est simple. Je ne sais plus ce qu'il y a. Vous pouvez me dire des tas de médias. Tous, il n'y en a pas un qui a accepté. Hein. Ils ont tous peur. Même les avocats, vous parlez avec des avocats, vous dites, vous racontez notre affaire, là, cette affaire-là, avec le Conseil d'État qui a fait défaut et tout, et qui a été couvert au plus haut sommet de l'État. Le mec, il vous dit, on ne veut pas en parler de cette affaire. Hein. Ils vous disent, non, non, on ne s'occupe pas de ce genre d'affaires. Hein. Ils en ont peur. Même les avocats, ils en ont peur. Ils ne vous suivent pas. Vous êtes seuls. Nous, on s'est retrouvés tout seuls de ça. Vous vous retrouvez tout seul. Tout seul, tout seul, tout seul. Et comment vous êtes arrivé justement à trouver BeLive Indépendant? Parce que nous sommes un tout petit média. Comment vous Mais j'avais vu je vous avais vu avec l'affaire avec Monsieur Delbos là, que vous oui, transmettrez mes salutations. Et j'ai réussi à vous trouver, je ne sais plus trop comment, mais à trouver votre adresse mail ou. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Et qu'est-ce qu'il vous a dit que peut-être BeLive Indépendant ferait quelque chose pour vous, au moins montrerait votre affaire et après, bon, comme je l'ai dit, je ne suis pas juriste, après, mais au moins pour exposer votre affaire, pour voir si par la suite quelqu'un peut prendre votre affaire en main juridiquement. Honnêtement, j'y croyais pas trop, quoi. Ben, j'avais vu votre intervention, j'avais trouvé ça très bien avec Monsieur Delbos, et puis voilà, très courageux. Donc j'ai dit, je vais essayer, et puis ça a marché, quoi. Je vous remercie. Surtout dans la ville de notre Premier ministre. Il y a ça aussi. Pau, la ville de François Bayrou. Pourquoi, vous êtes à Pau, là? Ben oui. Ah, ben je ne savais pas, d'accord. Vous ne le savez même pas? Non, 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 je ne le savais pas. Non, 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 non. Non, non, non. Mais vous avez vu là l'affaire aussi, ça de. Et ce qui s'est passé à Betaram, on peut faire un lien. Hein. Je peux vous dire ce qui nous est arrivé à nous. C'est en gros ce qui est arrivé. Maintenant, c'est pire qu'avant, mais c'est ce qui est arrivé en gros là-bas. Là-bas, vous avez eu des prêtres pédophiles et tout,
qui était en relation avec des notables béarnais. Et eux, ça a couvert à tout va. Hein, et voilà, hein, une mafia d'État qui a couvert des pédophiles. Hein, et voilà ce qui s'est passé. Le temps a passé, il y a 30 ans. Et voilà. Et maintenant, il n'y a plus personne qui veut assumer cette faillite. Hein, c'est ce qui... Et nous, voilà, hein, il y a comment Montreuil, le tribunal de Montreuil qui a couvert. Après, eux, ils se sont fait couvert par le Conseil d'État. Et après, c'est parti. Là, ils se sont dit, oh là là, quelle histoire. Donc, le Premier ministre, la Première ministre, tout le monde couvre. Hein. Ils ont peur, ils ne savent plus quoi faire, à mon avis. Vous vous rendez compte? Et il y a l'opposition, là, ils se disent, mais vous voyez, ils arrivent à l'Assemblée, là, avec les lettres. Et ils disent à l'autre, mais ils sortent les 4-5 lettres commandées. Ils disent à M. Bayrou et à Borne, là, qui est maintenant député, je crois, où elle est ministre, elle est devenue ministre, mais à Bayrou, ils lui disent, mais vous avez couvert des infractions criminelles du Conseil d'État. Expliquez-vous, là. Monsieur Vaniac dit que vous étiez un menteur, vous dites que non. Là, on voit bien, vous avez couvert des infractions criminelles. Vous voyez, là, qu'est-ce que vous voulez qu'ils répondent? Et là, il y a les lettres, il y a tout, là. Mais Monsieur Delbos, il avait fait le même truc, d'ailleurs. Il avait dit, j'ai envoyé une lettre recommandée, je l'ai, là. Il ne peut pas dire qu'il ne savait pas, puisque j'y ai dit. Mais vous dites, moi, je ne sais même pas comment ils vont s'en tirer, là, de cette affaire. Monsieur Delbos qui a eu au moins les choses dénoncées, les choses. Et c'est un des rares qui a été très courageux. Ah oui, il a été très courageux et c'est une belle personne, je peux vous le confirmer, parce que je l'ai interviewé à 3 reprises. Et il est vraiment adorable. Et c'est pour ça que j'ai été un peu de son côté, justement pour lui donner la parole, parce qu'il y en a d'autres qui ont essayé de l'étouffer, justement parce qu'il disait la vérité. Voilà. Bien sûr, oui, c'est sûr que ça fait 30 ans qu'il se bat, lui. Mais ce qui s'est passé là-bas à Bethlehem, c'est exactement à peu près le même truc, en plus grave. Hein. Je ne vais pas comparer des radiations de la sécurité sociale avec des viols, il ne faut pas exagérer. Mais ce qui s'est passé, c'est ça. Il y a eu une mafia d'État là-bas, entre notables et puis notables, beaucoup de catholiques et tout, des prêtres catholiques. Et ils ont étouffé l'affaire. Vous avez vu, ils ont relâché l'autre, le caricard, là, des trucs de fou, quoi. Et maintenant, il n'y a plus personne qui est. Non. Alors, mais il y a eu, c'est sûr, il y a eu des gens bien, comme le gendarme Montang, là, et tout ça. C'est Madame Goulount, là, que l'autre, ils ont attaqué, là. Ils ont voulu la faire passer pour une folle. C'est sûr que ce sont des gens, ils mériteraient même la Légion d'honneur, quoi. Et ils les salissent en plus après. C'est les seuls qui se sont tenus correctement. Il y a même une dame qui a fait une intervention. Moi, j'ai rien contre le haut fonctionnaire qui est bien. Il y a Madame Royal, quand elle a intervenu dans l'affaire Bethlehem, elle a été très correcte. Elle a dit, mais qu'est-ce qu'il dit, Monsieur François Bayrou, là? Elle dit, il se plaint qu'on lui demande des comptes. Mais elle dit, qu'est-ce que c'est que la politique? Quand vous montez, plus vous montez, vous êtes Premier ministre. La population, c'est tout à fait légitime qu'elle vous demande des comptes. C'est ça, être un responsable politique. Et elle a tout à fait raison. Voilà. Et nous, dans cette histoire complètement folle, il y a eu un miracle aussi, c'est le tribunal administratif de Paris. Quand j'ai lu le jugement, j'ai dit, c'est pas possible. Parce qu'en fin de compte, ils se sont opposés au Conseil d'État, quoi. Ils ont dit, non, la loi Puma, elle ne s'applique pas à la Camieg. Là, ils sont mal. Hein. Et le jugement, là, maintenant, il est exécutoire. Hein. C'est-à-dire, on ne peut plus revenir dessus, plus personne. Et le ministère de la Santé, il a admis que la loi Puma ne s'appliquait pas. Alors, je vous envoyais aussi une liste, là, il y a 15 ou 20 courriers en recommandé au ministère de la Santé qu'on a envoyé et ils ne répondaient pas. On leur demandait puisque c'est la tutelle, ils sont chargés de contrôler la légalité des actes produits par la Camieg. Donc, nous, on leur dénonçait ça, on disait, mais attendez, elle ne s'applique pas la loi Puma, il y a des dizaines de milliers d'ayants droit majeurs. Alors que la loi Puma, c'est la suppression de ce statut. Et ils ne vous répondent pas. Et pourquoi ils ne vous répondent pas? Parce qu'il y avait le Conseil d'État derrière. On a eu une lettre aussi de M. Brice Blondel. Brice Blondel, il nous écrit Attendez, je vais regarder, je vais vous lire ce qu'il dit. Hein. Je vais le prendre. Ça, c'est intéressant. Hein. Brice Blondel, alors c'est... Attendez, voilà, là... Réponse du cabinet de M. Macron. Il nous répond le 28 juin 2022. Monsieur, le président de la République a bien reçu les courriers que vous avez souhaité lui adresser. Monsieur Emmanuel Macron, très attentif aux préoccupations que vous exprimez,
m'a confié le soin de vous assurer qu'il en a bien pris connaissance. Aussi, n'ai-je pas manqué de signaler votre démarche à monsieur le directeur de la Sécurité sociale qui vous tiendra directement informé de la suite susceptible d'y être réservée. Vous voyez ce qu'il écrit? Et après, donc, il a transmis ça au directeur de la Sécurité sociale, c'est vrai. Et ils ont appris que derrière, il y avait le Conseil d'État, vraisemblablement. Hein. Je n'ai pas de preuve écrite, bien sûr. Et nous, on lui a renvoyé derrière M. Brice Blondel 3 lettres recommandées. On lui dit alors ça bouge, qu'est-ce que vous faites? On n'a rien reçu, il n'a jamais répondu. Et il est quoi, M. Brice Blondel, à votre avis? Ben, c'est un énarque. C'est un énarque. Voilà. Donc, entre eux, les loups ne se mangent pas entre eux. Et il est où, M. Brice Blondel là? Ben, il est préfet de Charente-Maritime. Voilà. Vous voyez? Et quand il a vu, lui, qu'il y avait le Conseil d'État derrière, qui était à la baguette et derrière nous, il a dit, oh là là, c'est fini, quoi. Et tout comme ça. J'ai même une qui était ministre, Madame Katabi, c'est pareil. Elle s'en est occupée au début, quand elle a vu qu'il y avait le Conseil d'État, elle a arrêté, quoi. C'est incroyable, hein, vous voyez. Et ça, notre histoire qui est arrivée, c'est ça qui est terrible, ça peut arriver à tout Français, quoi. Et bien sûr. C'est-à-dire, un Français, il va à l'hôpital, l'opération, elle foire, il dépose plainte. Si le directeur de l'hôpital, il a des relations avec un haut fonctionnaire et tout, c'est lui qui se retrouve dans la mouise et vous vous retrouvez dans des histoires de fous. Hein. Parce que nous, attendez, hein, la Camiègle, soit c'est la Camiègle qui gagne, soit c'est nous. Hein. Mais si on perd, vous leur payez des dommages et intérêts. Hein. Mais non, vous leur payez leur avocat et vous leur payez des dommages et intérêts, je ne vous mens pas. Hein. Donc, comme dit le bon sens populaire, cocu battu et qui paye la chambre d'hôtel. Hein. Mais c'est un truc de fou, hein. C'est une histoire de fou. Hein. Et ça peut arriver à tous les Français maintenant. C'est-à-dire, c'est en train de se transformer en une république bananière. Et il n'y a personne qui vous aide. Je vous dis, vous écrivez à l'opposition, au RN ou à LFI, ils ne vous répondent pas. Ils ne vous répondent pas. Ils en ont rien à faire. Hein. D'ailleurs, il y a une citation qui est très bien. Je vais vous la donner. Je suis en train de taper Rousseau. Ça concerne sa LFI. Il disait, Rousseau, défiez-vous de ces cosmopolites qui vont chercher loin dans leurs livres les devoirs qu'ils dédaignent de remplir autour d'eux. Vous comprenez ce que ça veut dire? Défiez-vous de ces cosmopolites, comme LFI, qui vont chercher loin dans leurs livres des devoirs qu'ils dédaignent de remplir autour d'eux. C'est-à-dire, LFI, ils vont s'occuper des Palestiniens et tout, parce qu'ils savent qu'électoralement, ça va leur rapporter des voix, mais ils ne s'occuperont pas des devoirs près de chez eux. Et Rousseau, il l'avait déjà compris, ça. C'est incroyable, il était doué, le gars. Je ne dis pas qu'il ne faut pas défendre les Palestiniens, hein. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Hein. Je ne dis pas ça. Mais on défend les Palestiniens, mais on peut défendre aussi le petit Français ou les citoyens français qui ont des problèmes. Et on les défend concrètement. On est payé pour être un opposant, comme le Rassemblement national, comme LFI. On touche de l'argent, 18 millions pour le Rassemblement national, 8 millions. Un député, ça coûte 10 000 € à la collectivité pour être un opposant. Une démocratie, ça marche pouvoir contre pouvoir. Quand on lui propose un truc qui tient la route, ils interviennent. Vous voyez? Et nous, on ne nous a pas aidés. Et ça fait depuis, je vous dis, là, on a saisi les trucs depuis 2018, quoi. Ça fait 7 ans. Et il n'y a personne qui vous aide. Vous vous retrouvez dans des histoires. Le seul truc remarquable qu'on a eu, c'est le jugement du tribunal administratif de. Je remercie ces gens-là. Hein. Vous voyez, je ne suis pas anti-juge ni anti-fonctionnaire. Hein. Oui, c'est pas. Oui, ah non, j'ai pas de haine contre ces gens-là. La femme, là, la juge qui a. Voilà, hein, j'ai dit, putain, mais je la bénis, la dame. Attendez, le courage qu'elle a eu. En plus, elle a eu du courage. Hein. Elle s'est opposée au Conseil d'État et tout. Hein. Vous vous rendez compte, là, ce qu'elle a fait, là? Elle, c'est pareil. Hein. Comme on dit vulgairement, elle est couillue, la dame, hein, avec ses conseillers. Hein. Non, 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 c'est du balèze ce qu'elle a fait. Hein. Mais j'avais raconté toute l'histoire. Hein. J'ai même dit à les magouilles du Conseil d'État. Hein. Elle a dû être écœurée. Elle a rendu un jugement, il est clair et net. Hein. La loi Puman ne s'applique pas à la Camiègue. Vous voyez? Donc, il y a des gens remarquables. Il y a encore des gens. Mais autrement, il y a beaucoup de gens.
Je pense même parmi les fonctionnaires, c'est même pas des. Il y a une mafia, mais il y en a beaucoup qui ont peur aussi. C'est des lâches, les gens. C'est Jacques Chirac, je vous avais dit la citation. Jacques Chirac, il avait bien résumé ça, le président Jacques Chirac. Il avait dit, il a eu une phrase merveilleuse. Je n'ai jamais voté Chirac, hein, mais il a eu une phrase merveilleuse. Jacques Chirac, il a dit de nos jours, en France, on grève de tout. Des bras, des jambes, des yeux. Sauf les couilles par manque de donneurs. Ouais. Et c'est exactement ça. Il y en a plein, c'est des pleutres. Les gens, ils sont pleutres. Comme Brice Blondel, il a été pleutre. Il a eu peur d'intervenir et de dire Madame Borne, là, je ne sais même pas si elle est au courant, mais les conseillers, ils sont pleutres. Ils n'osent pas dire, mais attendez, parce que l'affaire, là, c'était simple avec les conseillers d'État. Là, mais qu'est-ce que vous avez fait là? Ce sont des faux. Donc, vous devez être punis et c'est tout, point barre. On est dans un état de droit, la loi est la même pour tous. Et l'affaire s'arrêtait, quoi. Oui. Mais c'est mal, hein. Là, on arrive dans c'est une dictature technocratique. C'est ce que. Il y a un autre fonctionnaire qui a dit ça d'ailleurs. Il l'a dit. Je vais vous dire, c'est intéressant. Il y a des. C'est comme Monsieur Jauvert là. Il y a les vidéos sur YouTube. Hein. Vous tapez une mafia d'État et ils sont très bien ces vidéos. Et il y en a un autre, il s'appelle Monsieur Paul-Antoine Martin. C'est un haut fonctionnaire et il a fait une vidéo, titre de YouTube, les hauts fonctionnaires sont le cancer de la France. Vous m'entendez? Ah, c'est bon. Vous avez entendu? Je n'ai plus de son. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, je vous entends. Vous m'avez entendu? Papa, je vous entends plus. Luc, je n'ai plus de son. Enfin, on a dit le plus gros là, hein, je pense. Hein. Mais voilà. Alors voyons, je vous entends. Ah, on a un petit souci, j'ai l'impression, parce que moi, je n'entends plus rien. Vous m'entendez plus là? Mon image est figée. Mais moi, je vous vois bien, mais je vous entends plus. Je vous entends, mais vous m'entendez pas. C'est ça le problème. Enfin, là, on a fait le plus gros du. Qu'est-ce qui se passe? Je vous entends pas, moi. Je vous entends, mais vous m'entendez plus, apparemment. Alors, est-ce que le problème, il vient de moi? Là, je pense que nous avons un petit problème technique, puisque je n'ai plus de son, mon image est figée. Moi, je vous entends. Hein. Bon, enfin, comme je vous ai dit, on a dit le plus gros, quoi. Là, les gens, je pense, ils vont bien comprendre Donc, que. je pense que là, nous allons être obligés de couper. Ouais. Et pour finir, je voudrais dire, les gens qui se retrouvent dans une situation comme nous, vous êtes seuls et vous êtes bien mal. Hein. Mais donc, ce qu'il faudrait, c'est voilà, de quoi dire à nos députés qui se bougent. Alors, voir si on peut revenir. Vous m'entendez? Oui, je pense que... Luc, est-ce que tu entends? Vous m'entendez plus? Moi, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, là, ça marche bien, ouais. Ah, ça remarche alors. Ouais.
Bon, enfin, on Là, a fait le plus gros, là, je pense. Hein. Je oui, pense que alors je suis absolument désolée pour les personnes qui regardent. On a eu un ouais. petit problème. Alors, je ne sais pas, ça a été figé, l'image s'est figée, il n'y avait plus de son. Alors, à quoi c'est dû? Eh bien, on ne sait pas trop, hein, justement. Alors, je ne sais pas ce que vous avez Tiens, dit, monsieur le compagnon, entre-temps, puisque ce n'était pas audible pour moi. moi, je Donc, leur ai dit qu'on avait fait le plus gros, quoi, qu'on a quand même dit le plus gros, que les gens, ils sont quand même moi, je fais confiance à l'intelligence du peuple, hein, ils sont quand même capables de comprendre ce qui a été dit, le plus gros a été dit, quoi, que c'est une mafia d'État et que l'opposition, elle fait pas son travail, que ce oui. soit le Rassemblement national ou LFI et tout, voilà. À la limite, il faudrait que les gens ils disent à leurs députés, écoute, Coco, on te paye, donc tu défends les intérêts du peuple, et voilà, et c'est tout. Hein. Mhm, Et quand il y a des histoires comme ça, eh ben, tu les sors. Hein. Pourquoi tu couvres ça? Tu es opposant ou tu n'y es pas? mhm. Voilà, c'est tout. Et donc, vous, en conclusion, monsieur le compagnon, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui? Bon, Live indépendant a pu parler de votre affaire, mais qu'est-ce que vous attendez concrètement aujourd'hui? Oh, qu'on ne me suicide pas déjà. Et moi donc? Non, ben, qu'est-ce que vous voulez que j'attende? Je voulais le dire aux gens, les prévenir que qu'est-ce que vous voulez que j'attende? C'est pas ben, de dire aux gens qu'on est mal, quoi, que ça craint, quoi. La France, ça craint. Moi, je vois ça du Vietnam, c'est en train de se transformer en une république bananière. Qu'ils se fassent pas d'illusions sur le vote RN ou sur le vote LFI, hein, qui sont voilà, que ce sont des opposants de pacotille, quoi. Ils sont juste bons d'aller sur les plateaux télé, comme Berkoff. Je l'ai contacté, Berkoff. Voilà, ils sont juste bons. Oui, oui, oh, voilà, ouais, la révolution, les autres, oui, les patriotes. Mais quand il y a des cas concrets, ils ne le font pas. Alors que les gens, ce qu'ils attendent, c'est du concret. Vous vous rappelez de Coluche? Mm. Coluche, Coluche, il avait dit Ouais. l'Éthiopie, c'est bien, on chante pour l'Éthiopie, il dit c'est bien, mais il dit c'est pas normal qu'en France, il y a des gens qui ont faim, donc moi je vais faire quelque chose de pratique, je vais me bouger, on va faire les restos du cœur. Eh bien là, il faut leur dire aux autres, ah, t'es un opposant et tout, c'est bien, tes idées, on n'en a rien à faire, mais pratiquement, tu vas te bouger et tu vas nous défendre. Et quand on te sort des scandales comme ça, eh ben, tu défends les. Voilà. Parce que là, c'est ce que je vous dis, ça peut arriver. Maintenant, ça va arriver à tous les Français. Hein. C'est pas à moi, ils m'en veulent pas. Pourquoi ils m'en voudraient spécialement? Mais Mm. si vous avez un truc où vous tombez contre un mec qui a des connaissances et tout, vous vous faites plomber. Hein. Vous vous retrouvez dans des histoires de fous comme nous. Oui. Mhm. Et Et ça ne vous inquiète pas aujourd'hui qu'on puisse vous tomber dessus, étant donné que vous mettez au grand jour votre affaire, puisque c'est contre l'État. Ou ça ne vous inquiète pas? qu'est-ce que vous voulez que, de toute façon, je l'ai déjà dénoncé et je leur ai écrit à eux. C'est sûr qu'ils sont pas contents. Donc, qu'est-ce que j'ai? Mm. Puis j'ai 67 ans. Voilà, je suis plus près de Saint-Pierre que de ma première communion. Hein. Bah non, mais faut arrêter aussi de. Puis si tout le monde a les jetons, voilà, on fait plus rien, Ah quoi. ben c'est sûr, plus personne ne fait rien. J'ai dit la vérité, voilà, que c'est pas normal. Oui. Ma femme, nous, on ne demande rien à personne. On demandait qu'à vivre avec notre chat et notre chien. On ne demande rien. Puis notre fille, on ne demande rien. Voilà, donc c'est nous les victimes. Les victimes, ils n'ont pas à avoir peur en plus, quand même. Où est-ce qu'on va là? Tout à fait. Vous comprenez? À un moment, il faut dire stop, quoi. On Mm. est victime en plus et on ne va pas s'écraser, avoir peur. Donc, il faut dénoncer ce qui ne va pas. Et eux, ils ont certainement encore plus peur que nous parce que tous les mecs qui magouillent comme ça, ce qui leur plaît, c'est de rester dans l'ombre et de, voilà, dès qu'on met un coup de projecteur, c'est comme les chauves-souris, hein. Ça disparaît, ils n'aiment pas ça. Non, mais c'est la vérité. Donc, mais si Mm. tout le monde faisait comme nous, eh ben voilà, les autres, ils arrêteraient. Hein. Il Mhm. faut dénoncer. Moi, j'ai dit à Madame Marie-Laure Denis, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous avez fait là? Et maintenant, apparemment, elle s'en occupe quand j'y envoie un truc, une demande de données personnelles. Et Mhm. je vous rappelle à chaque fois, n'oubliez pas que vous avez déjà fait un faux en écriture publique pour nous. Hein. Voilà, Mhm. il ne faut pas se laisser faire, quoi. Il y en a ras-le-bol de se laisser faire. Tout à fait. Voilà, et je ne suis pas un héros, hein. Pas du tout, hein, je ne suis pas un héros. Mais il y en a ras-le-bol de se laisser faire. Et il faut dire aux politiques, tu te bouges, tu as été élu pour nous défendre. Donc, eh ben voilà, quoi. Tu fais ton travail pour lequel tu es payé. On va finir sur un truc plus rigolo. Vous voyez, il y a eu
Dernièrement, il y a eu 4 personnes qui se sont fait, des salariés qui se sont fait licencier parce qu'ils avaient donné des casse-croûtes invendus à des SDF. Vous avez entendu parler de ça? Non, non, non. 4 personnes, je crois que c'est sur Marseille, ils donnaient Mhm. des invendus aux C'est bien. SDF Mhm. et ils se sont fait licencier. Mais vous vous dites, dans une société normale, C'est honteux. non, mais attendez, dans une société normale, le chef de cabinet de Macron ou Mhm. de Bayrou, il prend son téléphone, Mhm. il appelle le directeur de la boîte, il lui dit, certes, tu es dans une entreprise privée, mais on va te faire de la pub. Il dit, qu'est-ce que vous nous avez fait? Et le mec, il aurait, il aurait comment? Il aurait réintégré les 4 personnes. Il serait dit, putain, si je passe au prud'homme, là, je vais être sérieux. Et avant, c'est ce qui se passait en France. Moi, je vais vous donner un exemple, c'est ce qui se passait. Je suis pas gaulliste, mais ma grand-mère, dans les années 1960, elle a eu 19 enfants, ma grand-mère. Oui. Et donc, elle a eu un de mes oncles, il est mort en Indochine à 20 ans. Il est engagé volontaire Mhm. à 20 ans. Et son frère, il s'est engagé pour aller le venger en Indochine et il était gravement blessé à la bouche en Algérie. Et ils avaient une maison, quoi, un tout petit logement de la mairie. Et le mec de la mairie, je ne sais pas ce qu'il y a eu, ils n'avaient pas payé ou je ne sais pas quoi, il les a virés. Mon oncle, il me racontait, mon oncle Gilbert, il me dit, la vieille, il l'appelait la vieille, il dit, elle a pris un papier un jour, elle a pris une feuille, elle s'est mise au coin de la table, la feuille, elle était pleine d'huile, elle a écrit 5 fautes par ligne, mon général, j'ai eu 19 enfants. J'ai donné un enfant qui est mort pour la patrie en Indochine, l'autre grièvement blessé. Le maire nous aime pas, il veut nous virer, aidez-nous. Mon oncle il me dit, elle a mis ça dans une enveloppe, elle a refermé. Général de Gaulle, Paris, elle a mis ça dans la boîte aux lettres. Mon oncle il me dit, mais on rigolait comme des bossus. Sauf que 3 mois après, ou 2 ou 3 mois après, eh ben, le cabinet du général de Gaulle, ils ont appelé le maire et ils lui ont dit, vous allez arrêter d'emmerder ces gens-là, vous allez leur trouver un terrain gratuitement jusqu'à temps que le monsieur et la dame y meurent, et vous avez intérêt voilà, à faire ça. L'autre, il a dû se mettre au garde à vous dans la mairie et ça a été fait. Voilà, un État raisonnable. Au moins, le général de Gaulle, il détestait les partis d'ailleurs. Hein. Il aimait pas il avait une haine des partis. Il savait que c'était de la magouille. Eh ben voilà, c'était un homme responsable et il prenait ses responsabilités. Et voilà. Et à mon avis, les fonctionnaires à l'époque, ils écoutaient. C'est pas eux qui lui donnaient les ordres. Hein. Vous voyez la différence? Mhm. Et je suis pas gaulliste, mais il faut lui reconnaître ce mérite-là. Vous voyez? Et Et là, là, donc, actuellement, alors c'est un truc on est dans un truc là voilà, où il y a une mafia d'énarques et tout. Je vais vous donner un autre exemple que c'est une mafia d'État. En 2027, il va y avoir une nouvelle kermesse, hein, c'est les nouvelles élections. Donc vous avez comme énarque qui va se présenter, Monsieur Asselineau, il est énarque. Monsieur Dupont-Aignan, il est énarque. Monsieur Philippot, il est énarque. Monsieur De Villepin, il est énarque. Monsieur Édouard Philippe, il est énarque. Monsieur Hollande, s'il se présente, il est énarque. Ils sont 4000, c'est-à-dire ils représentent 0,006%. Et ils ont 6 ou 7 candidats. Vous voyez le pouvoir qu'ils ont, disproportionné par rapport à ce qu'ils représentent dans la population. Voilà. Et vous croyez donc que s'il y a un de ces énarques-là qui va être élu, il va combattre cette mafia d'État-là? Cette mafia comme dit M. Jauvert, c'est pas moi qui dis ça. Hein. Voilà, un petit groupe de hauts fonctionnaires trosse la plupart des postes clés et lucratifs dans les grandes entreprises et au cœur de l'État. Vous croyez qu'ils vont s'en prendre à... Ah non. Ceux qui doivent s'en prendre à ça, c'est l'opposition. Et vous reprenez les programmes du Rassemblement national ou de LFI, ils ne font rien pour contrôler ces hauts fonctionnaires. Hein. Ils en ont une peur bleue. C'est ça qui n'est pas normal. C'est ça qui est plus anormal qu'il y ait des hauts fonctionnaires qui fassent valoir leurs intérêts de classe. Oui, c'est ça que je veux dire, moi. À la limite, les plus coupables, c'est le RN et LFI qui laissent faire ça. après, donc, oui, dans votre affaire, en espérant que le fait d'avoir fait ce live, on puisse se mettre en contact avec BeLive Indépendant si
éventuellement quelqu'un serait intéressé de vous donner un coup de main ou autre. Ça, Parce c'est que vous je qui pense, gérez. Comme je vous ai dit une voilà, fois, je ne vais pas vous court-circuiter. S'il y a tout à fait. quelqu'un, un député, quelque chose qui dit moi je suis courageux, je vais m'occuper de son affaire, il Mm, voit avec vous. Hein. Je vous l'avais dit ça, hein. Moi je suis réglo. Hein. tout à fait. Voilà. Parce C'est vous qui que vous c'est sûr que, occupez, comme je vous l'ai par vous, dit, il vous comme je, contacte oui, et on verra. Voilà. oui, parce que comme je vous l'ai dit, je ne suis pas juriste. Moi, je pouvais, avec l'équipe, on pouvait vous enfin, présenter votre affaire pour que Ouais, ouais. les citoyens soient au courant de ce qui vous arrive. Mais après, voilà, juridiquement, voilà, là, je ne peux rien faire. Mais par contre, si une personne est Ah, courageuse de… ah ben il faut un courageux. Et moi, Hum, des courageux, j'en ai rentré, hein. J'en ai rencontré. Hein. Je vous dis, ce sont hum, les juges du tribunal administratif. Hein. J'ai été hum. estomaqué même. Hein. J'ai dit, mon vieux, ils sont Mm. Et de toute pour faire. façon, que ces personnes viennent vers BeLive Indépendant et Oui. ensuite, on se mettra en relation avec vous et on verra à ce moment-là Oh, mais la moi, je suite que nous donnerons à suis. l'affaire. S'il y a n'importe quelle personne, moi, qui dit qu'il veut faire quelque chose, ou que ce soit un politique, qui soit du RN, de LFI, de n'importe quoi, moi, il n'y a aucun problème. Hein. On se met d'accord, il passe par vous, et moi, voilà. Hein, mais voilà, D'accord. moi, j'espère que là, voilà, que la justice, elle va, voilà, ils vont prendre en compte normalement, ils doivent, hein, le jugement du tribunal administratif, et c'est tout. Hein. Mhm. Après, le reste, moi, à la limite, si nous, on obtient gain de cause à la justice, le truc, moi, j'aurais signalé que la France, ça craint, quoi. Mais moi qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vais pas aller me battre, attendre un conseiller d'État pour me battre avec, voilà, la sortie de machin, hein, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je Mhm. vous dise? Après, c'est aux gens aussi de protester contre ce qui est en train de se mettre en place, quoi. Hein. Ce qui est en train de se mettre en place, on peut presque parler d'une dictature technocratique, quoi. C'est des gens qui ont, c'est-à-dire avant, les gens, ils se disent, c'est Monsieur Macron le méchant et tout ça, c'est les politiques, on change de politique et ça va aller bien. Non, non, c'est plus compliqué que ça. Il y a une caste de hauts fonctionnaires et eux, ils resteront. Hein. Que ce soit Madame Le Pen, Monsieur Mélenchon, n'importe qui, Monsieur Édouard Philippe, tous ces hauts fonctionnaires, là, eux, ils vont rester. Hein. Ils sont 25 000 en France. Hein. Il y a 4 000 énarques et 25 000 hauts fonctionnaires. Mhm. Et eux, ils resteront. Hein. C'est ça qu'il faut que les Français ils comprennent, à mon avis. Hein. Moi, je l'ai compris à mon corps défendant, hein, en ayant subi ça. Mais ça c'est sûr. Eux, ils vont rester. Hein. Et ils vont pas partir comme ça, eux. Hein. Voilà. D'accord. Et donc, il faut dire aux politiques, eh ben, non, la République, elle est pour tout le monde. Et c'est pas eux, ce sont des exécutants. Ils sont des fonctionnaires. Ils doivent être à notre service et non l'inverse. Et il faut les remettre dans le droit chemin, c'est-à-dire ils sont à notre service. Voilà, c'est tout. Je dis. Moi, le reste, après, nous, avec la CAMIEG, voilà, eh ben, en espérant que la justice fasse justice, quoi, c'est tout. Hein. Tout à Je fait. ne peux pas vous en dire de plus. Après, moi, j'ai prévenu les gens. Après, c'est eux qui voient. Hein. S'il y en a qui m'insultent, qui disent voilà, il a raconté des conneries ou quoi, ben, moi, il ne croit pas à ce que je dis, eh ben voilà, qui va voter. Mais ça, c'est sûr, hein, nous, il n'y a personne qui nous a aidés. Hein. Mais de toute façon, des bêtises, vous n'en avez pas raconté, étant donné que nous avons tout le dossier, il est sacrément complet. Ah Je veux non, mais dire, là, ça aurait été pas des bêtises. tous les documents, nous les avons en notre possession et je ne suis Ouais, pas ouais, ouais. toute seule à les obtenir. Ouais, Je ne ouais, suis pas ouais, la ouais. seule, bien sûr, parce que vous vous doutez bien que une affaire comme ça, ben, il vaut mieux dispatcher un peu le dossier parce que Attendez, madame, je suis pas idiot quand même à donner des fausses informations, à me non, retrouver non, ben non. Et avec nous, des on ne dénonces, vous aurait pas avec, pris à Belive Indépendant si ah ça avait ouais, été le avec cas. des dénonciations calomnieuses, des trucs, me retrouver en Ben non. procès. Ce que j'ai dit, c'est que j'ai les Hum. lettres recommandées, j'ai tout. Hein. Oui, oui, on a tout de toute façon en notre possession. Écoutez, monsieur le compagnon, ben, nous allons clôturer comme ça. Nous Ouais, restons de toute façon en relation. ouais, Je puis vous même, non, remercie. mais même amicalement, c'est moi qui vous remercie. Vous êtes les seuls, je vous dis, c'est la vérité. C'est pas pour vous flatter, hein. Moi, je suis pas du genre flatteur, quoi. Voilà. Mhm. Mais je vous l'ai déjà dit, vous êtes les seuls, et c'est vrai, je tiens à vous remercier. Voilà. Après pour les suites de vos trucs, vos informations, je vous souhaite bonne chance. Mais moi, je tiens à vous remercier, vous êtes les seuls. Et comme je vous ai dit, s'il y a un truc,
s'il y a quelqu'un, moi, qui m'appelle, je ne vais pas vous court-circuiter en disant non, non, je passe par vous, ça c'est sûr. Hein. Ouais, c'est Je gentil vais, à vous. je vais pas à 67 ans me conduire comme un minable. Hein. Je pense que Mhm. je l'ai jamais fait dans ma vie. Je ne vais pas commencer pour gagner quoi en plus. Donc, je suis passé par vous. S'il y a quelqu'un qui s'intéresse, il passe par vous, il vous contacte. Et moi, à la limite, je serais d'accord que ce soit, je vous dis, un député, un n'importe quoi qui dit qu'est-ce que c'est que cette histoire. Mhm. Même un haut fonctionnaire. Hein. Moi, j'ai rien contre les hauts fonctionnaires qui sont corrects. Hein, et il doit y en avoir. Hein. Ouais, il doit y en avoir. Il n'y en a pas beaucoup, mais il doit y en avoir. Ah ouais, comme disait Audiard, En ça doit pas fouillant être bien, en creusant bien. espèce, hein, ça c'est sûr. Mais s'il y en a un qui dit qu'est-ce que c'est que cette république qui est en train de se transformer en république bananière, moi je suis voilà, hein, il passe par vous et moi je lui donne les documents, je raconte l'histoire et tout et voilà et après moi à la limite moi je m'en moque même moi de ça quoi. C'est moi ce que je veux régler c'est moi c'est indifférent avec la Camieg mais après c'est ça concerne même les Français et voilà, moi j'ai informé les gens, après c'est à eux de voir. Hein. Moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise je crois que les délits de faux en écriture publique, c'est délai de prescription, c'est 30 ans. Hein. Mhm. Vous voyez, c'est des trucs, c'est grave. Hein. Non, non, mais moi je ne savais pas ça non plus, mais un faux en écriture publique, c'est un crime. Hein. C'est 30 ans, c'est énorme ce qu'ils ont fait. Quoi. C'est un truc. Pour une petite histoire banale au départ, quoi. C'est une histoire de minable, des radiations de la Sécu, alors que, aussitôt le ministère de la Santé qui est à tutelle, ils auraient dû dire, dès qu'on les avertit, qu'est-ce que c'est que cette histoire, les punir les autres qui avaient fait ça, et la réintégrer, c'était fini. Et là, ça a pris des proportions. Vous voyez la proportion là? On en est avec Monsieur Macron, mais comme je vous dis, eux, à la limite, c'est pas que je les aime bien ou quoi, mais eux, c'est leurs conseillers qui sont autour, qui foutent tout à la poubelle et tout, hein, c'est ça le pire. Bon, enfin, les autres, c'est eux qui les ont nommés aussi. Hein, ils doivent savoir. Oui. Voilà, tout ce monde-là, ils se tiennent. Hein. Tout à fait. Bon, ben, voilà. Écoutez, je vais vous laisser. C'était bien, je pense. On a été, non, mais je veux dire, on a été assez compréhensible, je pense. Je l'espère. De toute façon, il y aura des commentaires. Nous allons partager le live en espérant que sur Facebook, il ne saute pas. Mais de toute façon, nous avons les autres plateformes YouTube. Donc, je dirais aux personnes qui nous suivent actuellement de rejoindre la plateforme YouTube également et CrowdBunker. CrowdBunker, c'est sauvegardé parce que, comme je l'ai dit en début de live, Facebook, au bout de 30 jours, supprime les lives. Et en espérant qu'ils ne sautent pas plus vite que prévu. Ben moi, voilà. Donc, en attendant, je compte à remercier une fois encore mon équipe, ma petite Pilou et Luc, qui sont là à mes côtés. Donc, c'était une affaire quand même intéressante. J'espère que plus ou moins vous avez compris parce que c'est vrai que c'était assez complexe. Et moi, je préférais laisser parler monsieur le compagnon puisque c'est quand même son affaire. Et comme je l'ai dit à maintes reprises, je ne suis pas juriste. Donc, je laisserai ce travail-là aux personnes compétentes pour aider monsieur le compagnon. En attendant, je vous remercie à tous d'avoir suivi ce live. J'espère qu'il vous a intéressé. Surtout, partagez, likez un maximum. Et comme je le dis à chaque fois, si vous voulez donner un coup de main aux justement médias indépendants comme nous, qui n'ont pas de subvention de l'État, qui n'ont rien du tout, qui font les choses de leur propre poche, et ça a un coût quand il y a les déplacements, etc., le matériel, les abonnements, etc. Donc cela a un coût. Si vous voulez donner un petit coup de pouce, vous avez mon PayPal et mon Tipeee épinglés sur le live en descriptif. Donc voilà, je pense que de toute façon, on peut vous souhaiter courage, monsieur le compagnon, à votre épouse également. On reste sur cette affaire, on ne se lâche pas et BeLive Indépendant reviendra vers vous si nous avons quelques personnes qui seraient intéressées éventuellement par votre affaire. Voilà, donc je vous souhaite à tous une magnifique soirée. Je vous dis à très vite les amis. C'était Brigitte BeLive Indépendant. Au revoir monsieur le compagnon, à très bientôt. Au revoir et merci de nous avoir suivis.